Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode bonus de notre série de 5 webinaires sur le risque électrique et qui concerne aujourd'hui plus particulièrement les opérations sur véhicules et engins. Cette série de webinaires est organisée par la direction santé, travail et risques professionnels de la CARSAT Hauts-de-France et avec la participation et l'aide précieuse de l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Donc c'est un ensemble de webinaires qui pour vocation de parler du risque électrique, qui est un risque qu'on retrouve dans l'ensemble des entreprises sous différentes formes et qui concerne l'ensemble des travailleurs, avec pour particularité une fréquence d'accidents relativement faible, mais des accidents toujours plus graves que la moyenne des accidents de travail. Donc sur cet épisode bonus dédié aux opérations sur véhicules et engins, et vous avez eu précédemment 4 épisodes qui ont évoqué le risque électrique et qui ont développé plus particulièrement la partie habilitation, et que vous pouvez retrouver pour les 4 premiers épisodes et ensuite pour celui-ci sur la chaîne YouTube de la CARSAT Hauts-de-France, que vous retrouvez facilement en faisant une recherche sur YouTube directement. Donc en ce qui me concerne, je suis Guillaume Desfossés, je suis contrôleur de sécurité, donc comme je l'ai dit, à la direction santé, travail et risques professionnels à CARSAT Hauts-de-France. Je passe rapidement si vous voulez plus d'informations sur les rôles et missions de la CARSAT. Je vous laisserai regarder notre site internet www.carsat-hdf.fr, où vous retrouverez les explications qui concernent notre grande mission, la retraite, l'accompagnement des assurés et pour ce qui nous concerne, la prévention et la tarification des risques professionnels. Je laisserai le soin à Mimoun Jalad qui nous accompagne aujourd'hui de l'INRS de se présenter, de présenter rapidement l'INRS quand il prendra la parole. Je vais vous présenter les deux premiers volets et je laisserai la parole ensuite. Au niveau du sommaire, on va d'abord, alors excusez-moi, oui, j'ai oublié de préciser une petite chose. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau et vous avez un onglet spécifique questions pour pouvoir les poser et qu'on puisse y répondre au fil de l'eau ou ultérieurement si ça demande un peu plus de précision pour pouvoir apporter une réponse. Mais on répondra à toutes les questions qui sont posées. Donc pour le sommaire, on va d'abord aborder la partie terminologie, ensuite la partie prévention du risque électrique et en dernière partie, donc toute l'habilitation électrique qui sera développée par Mimoun Jalad de l'INRS. Donc sur la terminologie, les véhicules engins, en ce qui concerne le risque électrique, sont repris notamment dans une norme qui est la NFC 18550 de l'AFNOR, donc qui va parler notamment, qui va concerner, parce qu'une norme a toujours une définition de ce qu'elle concerne et de ce qu'elle ne concerne pas. Et donc là, on parle bien des engins, véhicules engins à motorisation thermique, électrique ou hybride. Et tous les engins, il y a une source d'énergie embarquée. Donc c'est hors ferroviaire, hors maritime, hors aérien, par exemple. Et quand on dit énergie embarquée, donc c'est tout ce qui est source d'énergie électrique, transportée évidemment par le véhicule, et qui peut être utilisé soit pour la motricité du véhicule ou pour les équipements de service et de servitude. On va voir ce que c'est justement juste après. Donc on voit ici, ça concerne les engins type nacelle, chariot automoteur, moto, voiture, etc.
Donc justement, on parlait des différents équipements. Donc il y a les équipements de servitude, hein, qu'on connaît assez classiquement. Donc tout ce qui est signalisation, phare clignotant, etc., autoradio, tout ce qui est confort, hein, sécurité, confort et signalisation. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la batterie de servitude. Hein, classiquement, la batterie de 12 volts de votre véhicule thermique classique. Hein, si on veut illustrer sur ce qu'on connaît, ce qui est encore le plus répandu actuellement. Vous avez ensuite des équipements de service, hein, qui vont être dédiés des fonctions particulières, notamment de manutention ou de levage, chargement, déchargement. Hein, donc là, avec une batterie de service. Vous avez bien sûr tout ce qui est chaîne de traction. Hein. Donc là, la chaîne de traction, c'est ce qui va notamment permettre de transporter et de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique et inversement, hein, notamment par exemple la récupération d'énergie au freinage. On vient récupérer cette énergie pour la retransformer, recharger la batterie. Et vous avez aussi donc des générateurs statiques. Hein. Donc là, il y a un exemple de voiture équipée de panneaux photovoltaïques ou aussi une pile à combustible, hein, c'est ce qui est illustré ici. On peut avoir aussi des supercondensateurs qui vont stocker l'énergie, la restituer le moment voulu, ou par exemple pour les systèmes de start and stop. Ensuite, au niveau des batteries, donc ce qu'on va retrouver dans les caractéristiques des différentes batteries, donc évidemment, il y a la technologie, hein, qui est avant tout une technologie basée sur la chimie. Il y a différentes formes de cellules qui existent, hein, au niveau des batteries qui sont constituées. Vous avez forcément de la connectique, hein, qui a donc un IP, un indice de protection, hein, donc qui effectivement peut être ou complètement IP2X sans risque de contact, ou à un moment donné, comme on voit sur la photo du bas, hein, qui est un pack lithium d'un véhicule électrique, présenter des pièces sous tension accessibles. Et donc les caractéristiques, nombre de cycles, il y a un certain nombre de caractéristiques sur les batteries. Les 2 caractéristiques les plus importantes et qui sont utiles aussi pour déterminer notamment l'obligation d'habilitation ou pas, on en parlera tout à l'heure dans la 3e partie. C'est la tension en volts, évidemment courant continu de la batterie, et puis donc sa capacité qui s'exprime en ampères-heure. Donc sur les photos, vous avez donc là un pack batterie qui est en train d'être retiré ou remis d'un chariot automoteur. Donc là, c'est de la batterie classique plomb. En bas, je l'ai dit, pack batterie lithium véhicule électrique. Et là, sur la droite, c'est un pack nickel-cadmium d'un véhicule électrique. En ce qui concerne le risque électrique, donc on l'a dit en préalable, les accidents d'origine électrique sont 5 fois plus mortels que la moyenne des accidents de travail, avec des facteurs de risque bien identifiés. En tout cas, les 3 principaux, ils sont liés à des équipements non conformes, à un environnement non sécurisé, hein, par exemple, un environnement dans lequel on n'a pas identifié ou pas pris en compte dans l'évaluation des risques une pièce nue sous tension, ou des méthodes de travail inadaptées. Donc c'est sur ces 3 facteurs-là, effectivement, qu'on va pouvoir aussi agir en termes de prévention. Et donc sur les risques électriques qu'on leur retrouve classiquement, hein, et sur les risques batterie, on s'y retrouve, et ceux qui ont suivi les précédents épisodes, en tout cas le premier sur les risques électriques, il y aura pas de scoop par rapport à ça, hein. Donc le risque de choc électrique, hein, donc l'électrisation, lorsqu'un courant traverse le corps humain, donc soit à cause d'une pièce qui est mise sous tension, soit parce qu'elle est sous tension de fait, hein, ou accidentellement suite à dégradation de l'isolant, par exemple. Donc là, les conséquences, lorsqu'on est traversé par un courant électrique, c'est les contractions musculaires, les brûlures au niveau interne au niveau du passage du courant. Ça peut amener
un arrêt cardiaque, une fibrillation ventriculaire ou un arrêt cardiaque, et donc un décès. Et donc, lorsqu'il y a décès lié à choc électrique, c'est ce qu'on appelle l'électrocution. Donc là, en courant continu, on a un risque de fibrillation qui est entre 400 et 500 milliampères. On a aussi évidemment un risque d'arc électrique, hein, lorsque le courant arrive à traverser l'air, donc soit entre deux pièces, un potentiel différent, et lorsqu'on l'isolant de l'air et qu'on rapproche les deux pièces est plus suffisant, on a un amorçage entre les deux et création d'un arc électrique, hein, ou en cas de court-circuit où là effectivement les deux pièces sont en contact. Donc ça peut se produire à l'ouverture d'un circuit, hein, l'arc électrique, et en cas de court-circuit, on l'a dit. Donc, conséquence, l'arc flash, hein, le flash électrique, la boule de feu, donc risque de brûlure externe, hein, de par déjà l'élévation de température, la projection de métal en fusion, hein, évidemment, et puis des risques d'atteinte oculaire liés à l'intensité lumineuse qui est dégagée. Alors évidemment sur les autres risques, hein, donc les risques liés au moment où la batterie est en charge, hein, où là on a le chargeur qui est sur le secteur, qui va venir alimenter et recharger les batteries, qui est un risque particulier. L'emballement thermique, hein, lié notamment aux batteries lithium en cas de choc ou d'exposition au feu, et donc l'incendie. Mais aussi d'autres risques qui peut être, par exemple, la chute de hauteur. Si on est victime d'une électrisation et qu'on est en travail en hauteur, par exemple, pourquoi pas, c'est imaginable. Voilà, donc l'ensemble de ces risques constituent les risques électriques qu'on peut retrouver lors des interventions sur les véhicules engins. Pour illustrer le propos, vous avez ici quelques images qui montrent quand même que même une batterie de voiture 12 volts, hein, sur la première série, donc court-circuit de batterie sur batterie plomb, certes, ça va pas présenter de risque en contact direct, hein, mais ça va présenter un risque notamment en cas de mise en court-circuit. C'est ce qui est illustré là. On voit qu'on met une clé plate entre les deux bornes. On voit qu'au bout de 19 secondes déjà, on a les vents qui s'ouvrent. On est déjà aux alentours de 600 degrés. On voit le métal rougi à blanc à 1000 degrés après, la fusion à 1200, et après effectivement ça s'arrête une fois que la clé est coupée en deux, et ça prend quand même au total moins d'une minute. Et vous avez sur la deuxième série de photos, hein, qui sont ici d'une caméra de surveillance, la charge d'un bus équipé de batterie lithium. Et on voit au bout de 10 secondes un dégagement de fumée, hein, donc là, c'est que le mécanisme d'emballement thermique est enclenché. Au bout de 20 secondes, l'incendie, et puis 60 secondes, propagation de l'incendie, et puis projection liée à cet incendie. Donc les grands axes de la prévention du risque électrique, eh ben, déjà, on va essayer de faire en sorte que le matériel et les installations soient sécuritaires, notamment en respectant les règles de conception. Donc ça, c'est les règles notamment normatives qui s'appliquent aux fabricants. Et puis évidemment aussi vérifier l'état du véhicule, hein, avant intervention, et son maintien en état d'intégrité, c'est-à-dire qu'il soit toujours dans son état de conformité d'origine. Et puis travailler en sécurité. Alors évidemment, ça reste un incontournable dans l'application des principes généraux de prévention, hein. Le premier étant de supprimer le risque. Donc la priorité en termes de risque électrique, évidemment, c'est de travailler hors tension. Alors sur la particularité des batteries qui effectivement
ça peut être compliqué de décharger complètement une batterie, mais par contre, l'idée, ça va être de séparer, soit d'enlever carrément la source, enlever la batterie, ou de séparer la batterie, notamment avec des systèmes qui permettent d'isoler tout le circuit de la source batterie. Donc préparer et organiser les opérations, hein, avant tout déjà, qui vont permettre justement d'identifier ces possibilités de mise hors tension. Utiliser du matériel adapté, notamment aussi là dans le cadre des chargeurs, hein, qui doivent être adaptés à la batterie. Et puis la formation du personnel, hein, donc c'est une partie de la prévention. On va en parler après plus précisément. Donc ça peut être une formation simple, sensibilisation au risque, ou une habilitation électrique. On verra après dans quel cas. Sachant que l'habilitation électrique, c'est pour la définition, la reconnaissance de l'employeur de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches vis-à-vis du risque électrique. Des bonnes pratiques lors de l'intervention sur notamment un véhicule, pour illustrer un peu plus concrètement le propos, ça va être déjà de repérer s'il s'agit d'un véhicule électrique ou hybride. Donc ça, effectivement, il existe un certain nombre il existe des applications qui permettent aux services de secours ou aux professionnels qui doivent intervenir de pouvoir identifier facilement en rentrant les caractéristiques du véhicule, s'il s'agit d'un véhicule hybride, électrique et les particularités, et donc suivre les instructions évidemment du fabricant pour l'intervention. Analyser l'intégrité du véhicule, on l'a dit, c'est important. Attention évidemment aux véhicules accidentés, hein, pour lesquels il peut y avoir une dégradation, notamment au niveau du pack batterie, hein, donc ça demande un contrôle visuel et puis de repérer les impacts sur la batterie en elle-même, mais aussi des impacts qui pourraient avoir une conséquence sur la batterie, hein, selon les lieux de l'impact. Extérieurement, on voit pas forcément, mais ça a pu impacter la batterie dans le véhicule. Et puis donc une prise de décision, soit on poursuit les travaux, ou soit on met le véhicule en quarantaine. Donc deux cas de figure. Si on met si on fait les travaux, donc on les prépare et on analyse le risque, on choisit le matériel adapté pour ces travaux, hein, outils isolants s'il faut des outils isolants par exemple, et puis formation du personnel, voire habilitation dans certains cas. Et puis, si on le met en quarantaine, effectivement avoir un local extérieur dédié, à plusieurs mètres de tout bâtiment ou de tout combustible notamment, hein, donc une distance suffisante en cas d'emballement qui permette d'éviter les problèmes tels qu'on a vu par exemple le bus, si on a un bâtiment à côté ou une matière combustible à côté, ça peut être propagateur de l'incendie. Mise hors tension autant que possible lors de la mise en quarantaine, et puis sol imperméable ou bac de collecte, là pour l'aspect effectivement plus environnemental et éventuellement fuite d'un liquide polluant, d'un liquide chimique qui peut être dangereux. Sachant que dans tous les cas, je l'ai pas dit, mais avant réparation ou mise en quarantaine, un repérage du véhicule qui indique effectivement les raisons de sa réparation ou de sa mise en quarantaine. Je vais laisser la parole donc à Mimoun Jala de l'INRS. Je lui laisse soin de se présenter, l'INRS, et je reviendrai au moment de la synthèse et pour la conclusion. Merci. Merci Guillaume. Bonjour à tous, donc je suis Mimoun Jalad, expert assistance conseil au sein de l'INRS, l'Institut national de recherche sur la sécurité et la prévention. Et donc rêvé à nouveau d'être parmi vous pour pouvoir vous parler de ce fameux risque électrique et notamment plus particulièrement du risque électrique sur les véhicules
et les engins. Alors, comme vous l'a présenté Guillaume précédemment, l'habilitation électrique n'est qu'une étape de la prévention du risque électrique. En amont de l'habilitation et de la formation, il faut bien entendu mettre en place un certain nombre de choses, notamment l'évaluation du risque, intervenir sur des équipements sûrs. Donc, il y a toutes des étapes précédentes qu'il faut bien sûr appliquer. Quand on en vient à l'habilitation, donc à la formation notamment des salariés, on va replacer ça dans son contexte. Alors, pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de révolution. La démarche, que ce soit pour intervenir sur des installations électriques, sur des ouvrages électriques ou pour intervenir sur des véhicules engins, la démarche est la même. Pourquoi a-t-on besoin d'être habilité? Alors, soit c'est une obligation réglementaire. Le Code du travail le demande, 45-44-10 du Code du travail. Il y a obligation que le salarié soit habilité. Donc, c'est à l'employeur de s'en assurer. Mais pour replacer ça dans son contexte, en fait, l'habilitation, c'est surtout la formation. Il faut s'assurer que le salarié soit formé à la prévention du risque électrique pour pouvoir opérer en toute sécurité. Donc, c'est avant tout prévenir le risque électrique en s'assurant que le travailleur soit formé au risque électrique. On prend pour acquis, lorsqu'une personne arrive en formation préalable à l'habilitation, qu'elle est déjà qualifiée techniquement dans le domaine de l'électricité. C'est déjà un électricien, entre guillemets, elle sait réaliser le geste technique. La prévention du risque électrique et la formation à l'habilitation, ça va surtout être lui apprendre à réaliser ce geste en sécurité. On ne devient pas, c'est pas un diplôme en fait. Hein. On ne sort pas d'une formation habilitation électrique en devenant électricien. On est électricien avant d'y avoir accès. Bien entendu, cette habilitation, cette formation va s'adresser à toute personne intervenant sur des véhicules et des engins. Alors, intervenant sur un véhicule et un engin, aussi bien pour réaliser des opérations d'ordre électrique, c'est de fait, hein, j'interviens sur un circuit électrique, il y a sûrement un risque électrique, mais également lorsque j'interviens pour réaliser une opération d'ordre non électrique. Parce que potentiellement, si le véhicule ou l'engin embarque beaucoup d'énergie électrique, peut-être qu'en changeant une plaquette de frein, changeant un pneu, on est d'accord que ce n'est pas une opération d'ordre électrique, je vais peut-être m'exposer à un risque électrique avec mon outil en accédant à un câble qui aurait été mal placé ou en faisant un à-coup. Donc, il y a un environnement électrique. Donc, même ces personnes-là peuvent potentiellement devoir être habilitées. C'est l'employeur qui habilite. Attention, hein, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Hein. On traite beaucoup d'assistance technique, que ce soit téléphonique ou par mail, hein, qui viennent du site INRS. On a beaucoup de questions qui nous disent, mais qui doit habiliter? En aucun cas, c'est l'organisme de formation ou le formateur qui habilite, c'est l'employeur. Comme l'a très bien dit Guillaume précédemment, l'habilitation, c'est la reconnaissance par l'employeur que son salarié est en capacité à travailler en sécurité face au risque électrique. Donc, c'est l'employeur qui habilite. Dans le cas de travailleurs intérimaires, alors soit l'entreprise de la boîte d'intérim peut envoyer en formation les salariés, mais dans tous les cas, c'est l'entreprise utilisatrice, hein, l'employeur, qui devra délivrer le titre d'habilitation. Et ensuite, la question qui se pose fréquemment sur l'habilitation électrique, hein, c'est quel symbole? Donc ça, c'est vraiment la question. Le choix du symbole, on va y revenir, on va voir qu'elle dépend de l'activité réalisée par le salarié et également de l'environnement électrique. Alors, il faut savoir que la prévention du risque électrique, en France, je vais préciser en France, hein, c'est pas niveau européen, en France, tout ça, elle est traitée par deux normes. Sur les installations de l'usorage, on a vu que c'était la NFC 18510, si vous avez eu accès au webinaire précédent. Sur les véhicules engins, c'est une autre norme. Les installations sont différentes, les risques, la façon de se prémunir du risque est différente, donc c'est une autre norme, c'est la NFC 18550. Cette norme, elle a été publiée en 2015, donc elle est applicable depuis 2015. Et cette norme, c'est une norme de référence parce qu'elle est citée dans un arrêté qui recommande l'utilisation de cette norme-là pour pouvoir atteindre les exigences fixées par le Code du travail au niveau de l'habilitation électrique. Donc, c'est vraiment une norme qui est incontournable. C'est dans cette norme-là qu'on va retrouver toutes les notions de prévention du risque électrique et bien sûr l'habilitation. Encore une fois, l'habilitation est un moyen de se prévenir du risque électrique. Ce n'est pas le seul. Alors, cette norme-là, elle traite des domaines de tension qui sont la basse tension et la très basse tension. Alors, en France, encore une fois, on a un arrêté qui fixe les domaines de tension. La basse tension, elle va jusqu'à 1500 volts en courant continu, 1000 volts en courant alternatif. Au-delà de ces tensions-là, on est sur de la
haute tension, avec l'HTB. Je ne reviens pas dessus, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Et ensuite, on a la basse tension. Alors, la basse tension, c'est pour les tensions qui sont inférieures à 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu. Donc ça, c'était juste pour refixer les domaines. Lorsqu'on parle de très basse tension ou de basse tension, voilà les valeurs. Attention, bien souvent, dans le domaine de l'automobile, on a tendance à parler de haute tension automobile au-delà de 60 volts. Il y a une norme qui cite une haute tension à partir de 60 volts, c'est une norme qui fixe les règles de conception des véhicules, la R100, mais en réalité, la haute tension, elle est au-delà de 1000 volts 2500 volts en courant continu, hein, d'un point de vue réglementaire. Donc, cette norme-là, elle permet de prévenir le risque lorsqu'on intervient sur un véhicule dans toutes ses phases de vie. Que ce soit lors des études de conception du véhicule ou de l'engin, pendant sa fabrication, pendant son assemblage, pendant sa maintenance, son dépannage, le remorquage, le contrôle technique, s'il y a une expertise à réaliser sur le véhicule, il y a des risques électriques. Donc cette norme-là, elle traite de tout ça, elle va jusqu'à la déconstruction. Cette norme, elle ne traite pas de la prévention du risque électrique que pour les véhicules et les engins, elle traite également de la prévention du risque électrique pour les batteries qui sont embarquées ou qui sont amenées à être embarquées dans ces véhicules et engins. Donc voilà le domaine d'application de cette norme-là. Actuellement, cette norme, elle traite des engins terrestres, véhicules engins routiers terrestres. Actuellement, il y a une révision qui est en cours de la norme pour étendre l'application de cette norme-là aux véhicules ferroviaires et aux véhicules maritimes et aériens. Donc, il y a des travaux qui sont en cours, qui vont peut-être mener à une révision de la norme et qui pour étendre son champ d'application. Et il est trop tôt pour se prononcer sur les conclusions de ce groupe de travail. Mais en tout cas, on y réfléchit. Alors, la norme 18550, elle a une structure assez similaire à la fameuse norme ANFC 18510, qui a fait l'objet des webinaires précédents. On va retrouver dans cette structure de la norme des définitions, une première partie qui va concerner l'évaluation du risque. On commence toujours par une évaluation du risque. Une partie qui va traiter de l'environnement électrique autour d'un véhicule. Il y a des notions de distance, toutes ces choses-là. Une partie qui va traiter des opérations hors tension. Guillaume l'a abordé. On va réaliser peut-être des consignations, des mises hors tension. Donc tout ça, c'est traité dans cette norme-là. Une autre partie qui va parler des opérations particulières, des travaux sous tension. Une partie qui va traiter également de tout ce qui est opérations à réaliser en cas d'incendie, en cas d'explosion, ce genre de choses. Donc voilà la structure de la norme. Donc cette norme, elle dit principalement que les mesures de prévention sont fonction de l'analyse du risque. C'est systématiquement l'analyse du risque qui va permettre de déterminer des mesures de prévention. La priorité est bien sûr donnée aux travaux hors tension. C'est la meilleure façon de se prémunir du risque contre le risque électrique, c'est de supprimer le risque à la source, donc de travailler hors tension. Travailler hors tension sur un véhicule, c'est consigner la batterie pour séparer le circuit électrique de la batterie et supprimer complètement la batterie. À ce moment-là, le véhicule devient inerte, il n'y a plus de risque. La démarche d'habilitation, pour ceux qui ont suivi les webinaires précédents, mis à part les couleurs, c'est la même démarche. Il y a plusieurs étapes. C'est l'employeur qui doit s'en assurer. Il commence par une analyse de l'activité. Quelle activité je vais confier à mon salarié? Est-ce qu'il a les compétences techniques pour réaliser ces opérations? Ça va permettre de définir également le symbole d'habilitation visé en fonction de la nature des opérations. Il va faire former son salarié, soit par un organisme compétent, soit en interne s'il en a les compétences. Le formateur va donner un avis positif si tout s'est bien passé. C'est sur la base de cet avis que l'employeur va habiliter son salarié. Et ensuite, il va remettre en cause cette habilitation périodiquement, annuellement à minima pour s'assurer que l'habilitation est toujours en cohérence avec les activités réalisées par son salarié, et il est préconisé de faire un recyclage de la formation à son salarié tous les 3 ans. Le symbole d'habilitation, il se compose de plusieurs lettres et de plusieurs chiffres. Ce symbole, en fait, ce qui se cache derrière ce symbole, c'est la lecture de ce symbole qu'on va savoir quelles opérations vont être autorisées aux salariés et dans quel environnement on va pouvoir les réaliser. Donc, il commence par une première lettre qui est le B, qui est la basse tension. Pour les véhicules engins, on n'a que du B. Si on était au-dessus de 1500 volts en courant continu, on serait sur la haute tension, on aurait eu un H. Mais véhicules engins, on n'est que sur la basse tension. Un deuxième symbole qui correspond au type d'opération. Alors, ce deuxième symbole, il va souvent être complété d'un attribut. On le verra après.
d'un troisième caractère, qui est une lettre additionnelle qui va correspondre à une précision sur la nature de l'opération. Est-ce que c'est une opération que je peux réaliser au voisinage d'une pièce sous tension? Est-ce que c'est une opération qui consiste à faire des travaux sous tension, donc au contact avec la pièce sous tension? Donc, on s'est complété par ça. Et une dernière lettre, la lettre L, qui permet de différencier l'habilitation électrique pour intervenir sur véhicule et engin de l'habilitation électrique pour intervenir sur installation et ouvrage. Avec la lettre L, on identifie ces deux référentiels qui sont différents. Alors, le besoin d'habilitation, il va bien sûr dépendre du risque. Il n'y a pas de risque électrique, s'il n'y a pas de risque électrique, il n'y a pas d'exposition à risque électrique, je n'ai pas besoin d'être habilité. Par contre, il faut encore pouvoir faire une analyse de risque pour pouvoir identifier s'il y a présence ou non d'un risque électrique. Il faut quand même avoir quelques compétences dans le domaine du risque électrique. Les critères à prendre en compte qui sont définis par la norme 18550, c'est bien sûr le type d'opération. Est-ce que je réalise une opération d'ordre électrique? J'interviens sur la batterie, j'interviens sur le circuit électrique, ou est-ce que je réalise une opération d'ordre non électrique? Peut-être que je suis en train de changer les plaquettes de frein, en train de refaire un niveau de liquide lave-gaz, donc c'est une opération d'ordre électrique, donc dépend de la nature de l'opération et de l'environnement électrique. L'environnement électrique, il va être lié à la source d'énergie, notamment à la batterie, les connectiques de la batterie. Est-ce qu'il y a un risque d'avoir accès à une pièce nue sous tension lorsque j'interviens sur les connectiques? Ou est-ce qu'elles sont complètement IP2X? Aucun risque de m'électriser lorsque je connecte ou je déconnecte ma batterie. Et bien sûr, l'énergie embarquée dans cette batterie, la tension et la capacité de la batterie. Donc, c'est tout ça qui va permettre de définir si j'ai besoin d'être habilité ou si je n'ai pas besoin d'être habilité, est-ce que j'ai juste besoin d'être averti? Parce qu'attention à ne pas faire le raccourci. Pas besoin d'être habilité, pas besoin d'être formé. Non, même si on n'est pas habilité, il y a cette obligation de formation par rapport au risque électrique, on devra quand même être formé. Alors, soit la formation sera peut-être plus courte, plus légère, entre guillemets, mais il faudra de toute façon être formé vis-à-vis du risque auquel on peut être exposé pendant son activité professionnelle. Alors, des informations importantes à retenir. On a vu qu'il y avait des caractéristiques qui étaient importantes, qui sont la tension et la capacité. Sous une tension de 60 volts et une capacité de batterie inférieure à 180 ampères-heure, il n'y aura pas nécessité d'être habilité. Et c'est bien un « et ». Si je suis inférieur à 60 volts, mais que je dépasse les 180 ampères-heure, je devrais être habilité. Et inversement, même si j'ai une capacité inférieure à 180 ampères-heure, mais que je dépasse les 60 volts, il faudra que je sois habilité en présence de pièces nues sous tension. Vous pouvez avoir accès, pour répondre à des questions assez simples, typiquement, est-ce que le conducteur d'un chariot automoteur doit être habilité? C'est une question qui peut se poser, c'est peut-être lui qui va mettre en charge son équipement. On a répondu de façon assez simple à des petites questions de ce type-là dans nos brochures ED 6424 qui s'adressent au secteur de la logistique et ED 6423 qui s'adresse au garage automobile, que vous pouvez retrouver sur notre site NRS au téléchargement libre ou que vous pouvez retrouver également dans le chat, vous avez les liens de téléchargement. Alors, on a dit que c'était les opérations et l'environnement qui permettaient de définir les symboles. Alors, les opérations. On a des opérations particulières. Alors, l'avantage de la 18550, de l'arme 18550, en comparaison à la 18510, c'est qu'on a des symboles d'habilitation qui correspondent précisément à des métiers. Donc, les activités particulières, on va retrouver parmi ces activités particulières toutes les opérations en phase d'étude, en phase de conception, d'essai, en cours de fabrication, qui vont donner lieu à des habilitations avec des symboles type BRL ou BEL et C. Ensuite, on a des activités de crash test ou d'homologation des véhicules, qui vont donner lieu à des symboles d'habilitation B2XL, crash test et homologation, c'est le nom du symbole, donc c'est précis par rapport à l'activité. Dépannage, remorquage, déconstruction, contrôle technique, expertise auto, service de secours, où systématiquement on aura le symbole B2XL suivi de cet attribut-là, dépannage, remorquage, ou B2XL, déconstruction, ou DBXL, contrôle technique. Donc ça, c'est pour les activités particulières. On a aussi l'activité de consignation, la séparation de la batterie, c'est le chargé de consignation, le BCL. Tout ça, on les retrouve dans un tableau extrait de la NFC 18550, où on retrouve, en fonction du symbole, l'activité exercée. Donc, un BRL, c'est le chargé d'intervention, il intervient en phase de conception. Je prends un autre exemple, le B2XL contrôle technique, lui, c'est un chargé de contrôle technique, il va intervenir pendant les contrôles techniques réalisés sur ces véhicules. Alors, concernant les opérations sur les batteries, on va retrouver deux types d'opérations. Des opérations d'ordre non électrique, je manipule une batterie, je nettoie le corps d'une batterie,
je fais une vérification d'électrolyte sur des batteries plomb, c'est des choses qui peuvent encore se faire. Donc, c'est des opérations d'ordre non électrique. Ces opérations, elles ne peuvent être faites en sécurité que si on s'est assuré avant d'avoir protégé les bornes de la batterie. Donc, si j'ai protégé les bornes, je préviens tout risque de mise en court-circuit, comme on a pu le voir dans les illustrations précédentes, une clé qui serait mise entre deux bornes. Je préviens cette mise en court-circuit et je préviens le risque de contact direct avec une des deux bornes pour l'électrisation. Pour pouvoir poser ces bornes sur la batterie, il faudra peut-être être habilité. Une fois que ce sera posé, on aura sécurisé la batterie, on pourra intervenir sans habilitation. Et ensuite, il y a des opérations d'ordre électrique sur ces batteries. Lorsque je réalise une opération de connexion de déconnexion sur la batterie, sur les bornes de la batterie, si elles ne sont pas IP2X, je m'expose à un risque électrique. Donc ça, c'est une opération d'ordre électrique. Si je nettoie ces fameuses bornes pour pouvoir y mettre les connectiques, c'est une opération d'ordre électrique. Donc là, l'habilitation, elle dépendra de l'environnement. Si ma batterie est inférieure à 60 volts et inférieure à 180 ampères-heure, la personne aura juste nécessité d'être avertie, elle n'aura pas besoin d'être habilitée. Si la batterie est de tension inférieure à 60 volts, mais de capacité supérieure à 180 ampères-heure, tout en restant sur une capacité inférieure à 275 ampères-heure, il faudrait qu'elle soit habilitée, B2XL, opération batterie. Et si la tension est supérieure à 60 volts ou si la capacité de la batterie est supérieure à 275 ampères-heure, c'est ce qu'on appelle un des travaux sous tension. Donc ce sera une habilitation bien particulière, le B2TL. Donc le schéma que vous voyez apparaître là est extrait d'une brochure, l'ED 6313, qui est également disponible sur notre site. Ensuite, il y a les autres opérations. Alors les autres opérations qui ne sont pas des opérations particulières, je fabrique un véhicule, par exemple, je répare un véhicule, c'est ce qu'on va appeler des travaux d'ordre électrique. Donc si je réalise une opération d'ordre électrique, ce sera un symbole B2L ou B2VL s'il y a un voisinage. C'est ce qu'on voit apparaître sur le tableau que vous voyez apparaître là dans la diapo. C'est extrait toujours de la norme 18550. Et si je réalise des opérations d'ordre non électrique, en fonction du voisinage, si je suis près d'une pièce nue sous tension à moins de 30 cm, je n'aurai pas le droit de réaliser cette opération. Il faudra qu'il y ait une opération de consignation qui soit faite avant pour que je puisse intervenir. Si je suis à plus de 30 cm, il faudrait que je sois habilité B0L chargé de réparation. Le 0 correspond à une opération d'ordre non électrique. Et si je suis à plus de 30 cm, je n'aurai pas nécessité d'être habilité si l'équipement est consigné. Alors, on a vu ce qu'étaient les différents types d'opérations. Il y a également l'environnement électrique qui est important à prendre en compte. Il y a encore une fois un arrêté français qui fixe ces zones, ces environnements, ces distances de sécurité. À partir du moment où il y a accès à une pièce nue sous tension sur un véhicule, il y a un périmètre de 3 mètres autour du véhicule dans lequel une personne non habilitée ne pourra pas intervenir. Donc c'est un périmètre de sécurité. 3 mètres autour du véhicule, je n'ai pas le droit d'accéder à cette zone-là si je ne suis pas habilité. Si je mets un balisage autour du véhicule, donc si je délimite de manière physique cet environnement-là, ce périmètre se réduit à 1 mètre. C'est à 1 mètre autour du véhicule que les gens n'auront pas le droit d'accéder, parce que j'ai bien matérialisé la zone d'intervention. Sur le schéma que vous voyez apparaître, donc il y a les petites images des véhicules avec des distances. Sur la droite, il y a un tableau qui récapitule en fonction du symbole d'habilitation les zones dans lesquelles un opérateur a le droit de se situer pour intervenir. Concernant l'environnement électrique des batteries, comme Guillaume vous l'avez identifié sur l'une des photos, ce qui va être important à retenir, c'est la connectique de la batterie. Si la connectique de la batterie n'est pas IP2X, ça veut dire que si je peux accéder à la connectique de façon directe, donc j'ai accès à une pièce nue sous tension de façon directe, à ce moment-là, il va falloir protéger ces connectiques pour pouvoir intervenir en sécurité. Et pour pouvoir protéger ces connectiques, il va falloir poser des protections sur les bornes plus et moins de la batterie. Pour pouvoir poser ces protections, il va sûrement falloir être habilité si la tension de la batterie est supérieure à 60 volts ou si elle est inférieure à 60 volts, mais que sa capacité est supérieure à 180 ampères-heure. Il faudra être habilité pour pouvoir poser ces protections. Une fois qu'on a sécurisé la batterie, on pourra en effet intervenir sur la batterie en toute sécurité. Voilà
pour ce qui concernait l'habilitation et les symboles d'habilitation et l'environnement. Donc, si nous devions retenir quelques informations de tout ce qui a été dit aussi bien par Guillaume que par moi aujourd'hui, c'est que l'habilitation électrique des véhicules et des engins ne concerne que les véhicules et engins qui ont de l'énergie électrique embarquée. Et ce sont les engins terrestres. C'est comme ça que c'est fixé par la 18550. Les risques que l'on veut prévenir lorsqu'on intervient sur ce type de véhicule, c'est l'électrisation, l'électrocution, donc le choc électrique, le risque de court-circuit par arc flash qui peut également provoquer des incendies ou des explosions. C'est l'analyse de risque qui va permettre de définir les mesures de prévention. Il faut toujours, préalablement à l'intervention, réaliser une analyse de risque. C'est ça qui permettra de fixer les mesures de prévention. D'un point de vue de la prévention, bien entendu, toujours priorité aux travaux hors tension. En supprimant le risque à la source, c'est comme ça qu'on intervient en sécurité. La démarche d'habilitation est identique à celle sur les installations et sur les ouvrages. Je vous renvoie aux 4 webinaires précédents. La démarche sera la même. C'est l'employeur qui définit l'activité, les compétences aux salariés, qui définit la formation adaptée. Pas d'habilitation en dessous de tension de 60 volts et capacité 180 ampères-heure. Donc, c'est les seuils. À partir du moment où on franchit l'une de ces deux valeurs, il faudra être habilité. Et les critères qui permettent de définir le besoin d'habilitation, c'est la nature de l'opération et l'environnement électrique. Ce qu'on entend par environnement électrique, c'est l'accès à une pièce nue sous tension, en champ libre. Voilà pour les informations à retenir concernant ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et éventuellement les précédents. Je tenais à remercier tout particulièrement Mimoun Mjalad qui est là aujourd'hui et Sandrine Hardy qui nous a accompagnés également avec brio sur les 4 premiers épisodes. Donc un grand merci à l'INRS pour la qualité de leur accompagnement et de la qualité des présentations qui ont pu être travailler ensemble. Et aussi un grand merci à Christophe François et au service communication qui permet à la fois d'être actif sur les outils qu'on propose, sur la mise à disposition de la documentation, et puis comme vous le verrez, la mise à disposition sur notre chaîne YouTube de toutes ces vidéos que vous pourrez regarder à loisir en replay. Voilà, on est un petit peu plus long que prévu aujourd'hui. Excusez-nous et on vous remercie pour votre attention. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.